Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience, c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les 8 épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute. Donc Christophe, je suis ravi de t'avoir. Aujourd'hui, tu es coach de vie, conférencier inspirationnel, j'ai vu sur LinkedIn. En parallèle, tu es moniteur, formateur d'escalade et de canyoning. Ça, c'est à l'heure actuelle. Alors, je sais plus si c'est encore vrai ou si tu le fais un petit peu moins. Je le fais un petit peu moins en ce moment. C'était mon premier métier. Je le fais un peu moins maintenant. Ça marche. Tu as été aussi préparateur mental de l'équipe de France d'escalade pendant 3-4 ans, il me semble. J'ai vu que tu as eu une formation de praticien certifié en hypnose ericksonienne à un moment. Et puis, tu as cette particularité d'avoir eu une maladie un peu complexe enfant qui a conduit à multiples cancers, greffe de moelle osseuse. Et ça, c'est pour le démarrage. Et puis, c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, t'es conférencier, t'es coach de vie pour raconter un petit peu comment tu as pu surmonter tout ça. Le thème de cet épisode, c'est la résilience. Donc, je pense que tu vas pouvoir nous en parler parce que tu l'as vécu, tu l'as appréhendé. Donc, ça peut être un début. C'est peut-être de te présenter et de présenter un petit peu le déroulé et de voir ta propre définition de la résilience, comment toi tu l'as définie. Et puis voilà, il y a eu, j'imagine, un moment, il y a eu un déclic, t'as pris conscience de ce concept-là, et puis tu l'as appliqué, et puis tu as pu la mettre en œuvre pour arriver à tout ce que tu fais aujourd'hui. Là, et oui, effectivement, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses, c'est cool. Commence par le début, comme tu le souhaites. Commençons par le début. Écoute, salut. Salut, je m'appelle Christophe, tout simplement. Et je pense que la meilleure manière de me présenter, c'est que je suis en même temps un malade professionnel et un sportif professionnel. Et je pense que mon parcours décrit vraiment ces deux grandes catégories, puisque dans la case malade professionnelle, je suis atteint d'une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi, qui m'a été diagnostiquée lorsque j'avais 5 ans. Et à l'époque, on me donnait une espérance de vie d'une quinzaine d'années. Et ce qui n'est pas très cool, évidemment. Et j'étais sûre de passer par une greffe de moelle osseuse, par de multiples cancers. J'avais des chances d'avoir des cancers multipliés par 4 fois à 4000 fois par rapport à la population normale. Donc, je partais avec ce qu'on appelle une bonne grosse gravité. C'était bien la merde. Voilà. Donc, après, à 5 ans, j'imagine qu'on n'en a pas conscience comme ça. On prend conscience de ça? C'est une bonne remarque. Non, évidemment, moi, j'en avais pas conscience. Donc, j'ai toujours vécu avec ça. Donc, pour moi, c'était ma normalité. Et paradoxalement, ce qui a été difficile, c'est d'apprendre à redevenir une personne un peu plus normale avec des questions normales, pas des questions de vie ou de mort à 9 ans, 10 ans, qu'on se pose normalement à 70 ans. Mais même donc, si la mort, ça s'aborde assez rapidement dans le développement de l'enfant, il y a toujours une phase c'est vrai. par rapport à la mort. Toi, tu l'avais peut-être, tu l'avais forcément un peu plus, ouais. Oui, un petit peu plus. Donc, ça a créé évidemment beaucoup de décalage avec les personnes du même âge que moi, avec mon entourage. Et c'est vrai qu'il a fallu que je fasse le parcours inverse, qui a été de réapprendre à apprécier des choses toutes simples et à vivre
avec de la légèreté, en fait, tout simplement. Et alors, comment t'as fait pour apprendre ça? Alors Ou ça a été quoi l'apprentissage d'être malade professionnel et comment t'as pu surmonter? alors, c'est assez rigolo parce que, bon, vous l'avez compris, hein, tu l'as très bien compris, moi, mon truc, c'est l'escalade. J'en ai fait, d'abord une passion, ça m'a tout appris, l'estime de moi, la confiance, le partage, le dépassement, tout ce que tu veux et et cette escalade, j'en ai fait une véritable philosophie de vie ensuite et je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vie, on était tous des grimpeurs, on était tous des escaladeurs. C'est-à-dire que on a tous besoin de s'encorder avec des personnes en qui on a confiance dans la vie, tu vois? Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de couple, on a besoin de ce lien de confiance. On a tous besoin d'être capable de se dépasser un petit peu. On a tous besoin de s'accrocher aux prises essentielles. On a tous besoin de lâcher prise, tu vois? À certains moments et petit à petit, je pense que, heu, mon ma gravité à moi, qui a été cette drôle de maladie, je l'ai dépassée avec de la légèreté et j'ai appris à dépasser cette gravité avec l'escalade et la manière la plus simple que je puisse le dire, c'est que dans la vie, bah, il y a des choses qui sont essentielles et d'autres qui ne le sont pas et donc il s'agit comme en grimpe de s'accrocher une prise après l'autre, une action après l'autre, à ce qui est absolument essentiel et c'est comme ça qu'on défie les gravités, tout simplement. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti, je pense. Et t'as commencé à quel âge, l'escalade ou comment ça s'est passé pour commencer? On t'a conseillé de Bah, le faire? C'est toi qui a eu cette passion et du coup tu t'y es mis? même pas en fait, j'ai été baignée dans un univers familial où on aimait bien, l'extérieur, la nature. Donc on a toujours passé des vacances plutôt à la montagne, à faire de la grimpe, à faire de la marche, de l'alpinisme, du canoë-kayak, des choses comme ça. Donc j'étais en contact avec cette activité, depuis tout petit. Mais ça m'a plu naturellement plus vers 13-14 ans, en fait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, on habitait dans la région parisienne et pour les personnes qui le connaissent, il y a la forêt de Fontainebleau, là-bas, qui est très connue pour la grimpe et je me suis rendu compte que vers, ouais, c'est ça, vers 13-14 ans, je commençais à grimper des rochers que mes parents arrivaient pas à faire et là, je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose», donc donc j'ai continué, naturellement dans cette direction, en fait. OK et après, comment on devient, professionnel, d'escalade? C'est une sacrée question et la vraie réponse est la plus simple. Comment on devient professionnel? Eh ben, on grimpe. Ouais, on grimpe de manière acharnée, Ben, oui, c'est vrai que pendant certaines périodes, c'était même plus qu'acharné, c'était une obsession un petit peu. Hem, lorsque je grimpais, lorsque j'avais certains projets dans le sud de la France et ben, j'y pensais tout le temps. Ça me ça me turlupinait, pendant toute la journée, pendant la nuit même, j'en faisais des rêves et je répétais mentalement dans ma tête les mouvements de certaines voies d'escalade, pour m'imaginer réussir cette voie. Donc, oui, oui, il y avait des périodes, c'était vraiment une obsession, mais une obsession pour le coup, positive. et est-ce que, parce que c'est vrai que quand on lit un petit peu, on parle de résilience, il y a souvent, voilà, cette corde à laquelle on se rattache. Alors, assez souvent, c'est plutôt, l'artistique où on dit que c'est un très bon moyen, justement de surmonter, l'épreuve parce qu'on s'évade, on peut s'exprimer. Toi, tu disais qu'avec l'escalade, tu avais pris conscience que tu montais mieux que ta famille. Donc c'était, bah, ça renforce l'estime de soi, une fierté. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'escalade, c'est ton moyen justement, d'évasion et c'est aussi, là-dessus où tu as découvert des aptitudes et tu t'es raccroché à ça, comme tu dis, pour, combattre la gravité? Alors c'est vrai que l'escalade, ça a été, une manière de me sortir de cette posture de personne malade, tu vois? Avec l'identité d'être quelqu'un de malade. Mais en réalité, la première activité et tu l'as très justement dit, qui m'a permis de me sortir de là, ça a été la musique. Et j'ai aussi la chance, ouais, j'ai la chance d'être passé par le conservatoire en piano et en violon.
Donc, je suis musicien depuis que je suis tout petit. J'adore ça. Ça fait partie de ma vie. OK. Et au début, tout ce que j'arrivais pas à dire à l'oral, bah, je le disais avec la musique, tu vois? Heu, J'avais plutôt envie de jouer soit du Chopin, soit du Rachmaninoff, soit du Beethoven, en fonction des états d'âme que j'avais. C'était mon premier moyen d'expression, de mes émotions Et de légèreté aussi, quoi, du coup. et parfois de légèreté aussi, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Mais avec du Rachmaninoff, c'est pas toujours très léger, quoi. De libération, alors. Voilà. Et du coup, comment toi, tu définis, cette notion de résilience? C'est une bonne question. Hem, En fait, je la définis pas vraiment parce que je me rends compte que c'est un résultat. Mmh. C'est-à-dire que c'est jamais quelque chose, moi, que j'ai cherché dans mon parcours. Je me suis rendu compte après coup que ce que j'avais fait était qualifié de, être quelqu'un de résilient et hem et je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que le résultat de la résilience, il est obtenu quand même par une chose qui est vraiment hyper classique, qu'on entend tout le temps, mais qui est pourtant extrêmement vrai, c'est le fameux dépassement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est pénible, même si c'est difficile, même si ça va aller contre ce que les médecins me disent, ce que mon entourage me dit, ce que tout le monde me dit, j'ai besoin d'être capable d'essayer de faire quelque chose qui vient des tripes et qui me fait un petit peu peur, tu vois? C'est sortir de sa zone de confort, un petit peu? C'est ce qu'on appelle, un peu plus communément, voilà, sortir, de sa zone de confort. C'est une expression un peu galvaudée aujourd'hui, donc c'est pour ça que je Mmh. l'utilise plus. Très Elle a manager, per ouais, c'est Ouais, ouais. voilà, c'est ça, Et c'est donc c'est ça. le dépassement, pour toi, qui permet d'accéder, et de te qualifier comme quelqu'un de résilient, c'est parce que tu as su, te dépasser, ce qu'on pouvait dire, de tes capacités et que tu as pas forcément écouté, que ce soit, ta petite voix en intérieure ou, celle des autres, mais tu as plutôt dépassé, ce qu'on imaginait, de tes capacités. Tout à fait et assez paradoxalement, en fait, il y a une espèce de décision que j'ai prise, à de nombreuses reprises, hem, c'est de me dire: «Eh ben, je choisis de pas écouter tout ce qu'on me dit et d'en faire un petit peu qu'à ma tête». Donc c'est une forme de lâcher prise par rapport à toutes les injonctions qui me venaient de l'extérieur et dans mon cerveau, c'était: «Mais j'ai pas de bonne raison pour ne pas le faire, donc pourquoi est-ce que j'essaierais pas?» Et typiquement, tu vois, pour les conférences, pour donner un exemple très, très concret, hem, à 22-23 ans, j'ai eu des cancers de la bouche, les premiers qui sont arrivés et donc on a dû me faire des ablations partielles de la langue, ce qui est pas très cool et à ce moment-là, voilà, je savais pas si je pourrais réécrire, reparler, remanger, même réembrasser, tu vois? Quand tu as 23 ans, ça mouline, quoi, dans le cerveau et Les 3 sujets importants, ouais. Ouais, ouais. ouais, il paraît, ouais. Et en fait, avant ça, j'étais vraiment l'archétype d'une personne timide, chétive, pas très bien dans ma peau, pas très bien dans mes baskets. Et lorsque j'ai ces concerts-là, il y a un truc qui résonne très fort dans ma tête, c'est que je me dis: «Christophe, il faut absolument que tu apprennes à parler, à t'exprimer, à dire à l'oral, avec ta bouche, ce dont tu as envie, ce dont tu n'as pas envie. Il faut que tu apprennes à le dire, sinon je sens que je vais y rester». Et du coup, à ce moment-là, je commence à dire et notamment à mes parents que, j'ai envie de devenir conférencier. Ah oui, donc tu prends, les choses à l'inverse, quoi. On te dit: «Tu as un cancer de la bouche, tu pourras peut-être plus parler» et du coup, tu fais de la langue, ce que tu veux faire de la suite de ta vie, quoi. Exactement. C'est assez cocasse parce qu'avant je parlais pas du tout et depuis qu'on m'a coupé la langue, je parle comme un moulin à paroles. Tu vois, on est dans un podcast, je suis devenue hypnothérapeute, conférencière en entreprise. Ça ça colle pas du tout, quoi. Mais c'est un exemple de dépassement assez concret et je crois que, j'ai su écouter ce petit tu vois, cette petite voix qui
qui me bousculait et qui n'avait pas de sens sur le moment. Tu vois, c'était pas logique de me dire je vais devenir conférencier. Mais n'empêche que malgré la peur, malgré les premières conférences qui étaient, on peut le dire, plutôt nul à chier, bah, j'ai persévéré, quoi. Ouais, parce que ça, c'est intéressant parce que il y a quelque chose, je pense que quand on fait des conférences, il y a ce trac. Alors c'est un sujet un petit peu annexe, mais en même temps, il faut surmonter un élément qui doit être assez paralysant et qui est plutôt un élément négatif dans ton environnement, qui est ce trac. Et comment c'est quoi ta méthode ou tes techniques pour le surmonter? Et ben le trac, il n'y a pas 150 000 manières de le surmonter. La première manière, c'est de s'entraîner. C'est d'en faire avec la répétition. C'est comme le vertige. Quand je grimpe, moi, quand j'ai commencé l'escalade, j'avais peur, tu vois, j'avais le vertige. Et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Donc, avec la répétition, ça va naturellement de mieux en mieux. Il faut accepter d'en passer par là. Ensuite, dans les outils très concrets, je connais rien de mieux que d'apprendre à respirer. Ok. Ouais. Gérer sa respiration. Apprendre, pas tant la gérer, mais souvent, quand le trac arrive, ça bloque tous les muscles à l'intérieur du corps et notamment celui de la respiration, qui fait que l'oxygène est capable d'arriver notamment jusqu'à la cervelle. Donc, qui fait que lorsqu'on a le trac, on dit des bêtises, c'est précisément souvent parce qu'il y a un manque d'apport d'oxygène dans le cerveau et donc on raconte n'importe quoi. Donc, apprendre à respirer et à vraiment détendre le corps, c'est le truc le plus simple à faire pour faire diminuer ce petit trac. Après, honnêtement, ce petit coup de pression avant l'intervention, eh ben, je l'ai régulièrement et je trouve ça tout à fait normal. Ça veut dire que je m'apprête à faire quelque chose qui est pas complètement anodin et donc je me dis: «Bon, bah, c'est important que je fasse vraiment de mon mieux, donc attention, on y va» et je trouve ça positif, en fait. Encore un dépassement. C'est toi qui le dis, je sais pas moi, mais Bah si, parce que c'est forcément, c'est ça qui est gratifiant, je pense aussi dans les performances de conférenciers, c'est qu'on va faire quelque chose, on se dévoile aussi parce qu'on se met en face des autres et du coup on accepte d'être jugé quelque part. Donc, et puis il y a ce côté trac parce que effectivement, t'as l'appréhension, t'as envie d'être bon, donc forcément, t'as une petite appréhension avant. Et du coup, une fois que c'est fini, bah il y a cette gratification d'avoir fait quelque chose d'un petit peu complexe ou d'être un petit peu dépassé. Et du coup, t'en retires du plaisir, j'imagine. mmh, bah, c'est vrai que ça arrive qu'il y ait du plaisir, ça arrive qu'il y en ait un petit peu moins et tu as raison et puis en même temps, je sais que maintenant, moi, ma recherche, elle va bien au-delà du dépassement, dans les conférences ou dans l'escalade ou dans tout ce que je fais. Mais je cherche vraiment à créer, un instant où il se passe quelque chose entre nous, si tu veux. Tu vois? C'est comme là maintenant, Ouais. ce qui Ah, m'intéresse ouais, plus que le dépassement en tant que tel, ce qui m'intéresse, parce que je sais bien que le plus important, c'est pas combien de temps je vais vivre, c'est la qualité des moments que je vais passer. Et du coup, que ce soit en conférence, que ce soit avec toi là maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit le plus connectés possible, le plus ensemble possible, le plus encordés pour, pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour les personnes qui vont nous écouter, en fait. Et en conférence, c'est vraiment ça, ma recherche. Et c'est pour ça que même s'il y a un peu de trac, même si de temps en temps je dis une bêtise ou que je suis pas très pertinent, c'est pas grave. C'est pas très grave finalement. C'est pas très grave. Et je fais de mon mieux pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait une connexion, pour qu'on vive une aventure verticale. C'est c'est vraiment de la grimpe, quoi. On grimpe ensemble, tu le savais pas, mais on est en train d'escalader. et comment donc toi, en fait, donc ce que tu en retires ou la qualité des moments que tu vas passer avec quelqu'un, ça va être l'intensité de la connexion que tu crées et comment tu le fais alors du coup, comment justement tu arrives à
à créer cette connexion ou à renforcer cette connexion quand tu fais typiquement une conférence? Qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas marcher? Comment tu fais pour te connecter au mieux avec les autres? Mmh. Alors ça, c'est un vaste sujet qui demanderait, je pense, un podcast en entier, mais mais je crois qu'il y a 2-3 éléments clés qui sont vraiment importants. Le premier, c'est que je fais vraiment de mon mieux pour m'intéresser aux personnes qui sont devant moi. C'est-à-dire, pour les regarder vraiment et je balade mon regard lorsque je parle d'une personne à une autre et je parle à des individus et je parle pas à la masse entière comme ça, de manière indéterminée. Et je pense que cet intérêt porté à l'autre, il est absolument capital, surtout dans la posture de conférencier, parce qu'on a une posture, descendante un petit peu, où on a la parole et en fait, la parole ou le sujet que je vais développer, il est là pour servir mon audience. Il n'est pas là pour que moi je me la raconte, tu vois? Ça n'a aucun sens. Donc la 1re clé, je fais vraiment de mon mieux pour m'intéresser aux personnes qui sont devant moi, pour me connecter à elles. Ensuite, je fais de mon mieux pour garder ma posture, c'est-à-dire pour 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 garder cet état d'homme debout, ce que j'appelle l'homme debout. Tu sais, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est qu'on est, sur 2 jambes. Il y a beaucoup d'animaux qui ne le sont pas et lorsque tu es bien dans ta posture d'homme ou de femme debout, et ben, tu te perds pas. Parce que si ton corps fait un petit peu n'importe quoi, si ton corps vacille, soit en avant, soit en arrière, tu perds cette connexion avec le public. Donc voilà, il y a tout un jeu comme ça. Ouais. Mmh. Hein? C'est s'enraciner ou alors après ça c'est un peu plus, yoga peut-être, mais il y a toujours ce concept ou méditation, c'est de s'ancrer dans le sol. C'est ça, homme debout aussi? Oui, tout à fait, ça fait partie de toutes ces images, tu as raison, qui permettent d'être vraiment bien à sa place, à un instant précis, ni dans l'arrogance, ni dans la soumission, Mmh. mais d'être dans cette forme de justesse et d'être vraiment d'égal à égal avec les personnes qui sont devant moi, que si on est 2 ou que si on est 600, 700. Et même s'il y a une scène, c'est très important de sentir qu'on est en train de grimper ensemble et que j'ai besoin d'eux pour dire des trucs intéressants pour eux et qu'eux ont besoin de moi parce que sinon ils vont se faire chier, tu vois? Donc donc ça marche dans les 2 sens. C'est le collectif, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même s'il y a que moi qui parle, en fait, j'ai besoin de leur attention, j'ai besoin de leur présence. Sinon, ce que je vais dire, ce sera à côté de la plaque et tout le monde va perdre son temps, moi et eux. Et du coup, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est cette imagerie, parce qu'on parle de collectif et du coup, je me disais: «Tiens, c'est marrant» parce que à l'inverse, l'escalade, pour le coup, c'est très, personnel. Alors, je sais pas comment tu grimpais, mais je pense que c'est, quand on arrive à un certain niveau, on grimpe aussi tout seul, je pense. Donc on est plutôt, en face de soi, et comment on fait, quand on est, préparateur mental de l'équipe de France d'escalade? Qu'est-ce que tu essayes de leur inculquer ou sur quoi tu fais travailler un grimpeur pour qu'il arrive à se dépasser et à être le meilleur dans ce qu'il fait? Mmh. Alors il y a plusieurs questions là-dedans, mais Pas très sympa, mais ouais, 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 non, non, c'est parfait, j'adore. Alors la première chose, c'est que l'escalade, à première vue, c'est un sport individuel, comme tu me le dis, mais je veux vraiment réajuster ça parce que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un art collectif parce que fondamentalement, si j'ai pas une confiance aveugle dans la personne qui tient la corde, je pourrais pas donner c'est impossible que je donne le meilleur de moi-même sur le rocher, mmh, tu vois? Même s'il y a que moi qui grimpe, effectivement, tu vois, mon pote qui tient la corde en bas, il peut pas grimper à ma place et c'est comme en conférence, il y a que moi sur scène, personne ne peut parler à ma place, tu vois? Mais si j'ai pas une confiance, quasiment aveugle, mais une confiance qui s'est construite évidemment avec le temps, avec cette personne qui tient la corde, si je suis pas sûre qu'elle est attentive, qu'elle est bienveillante et qu'elle m'encourage,
je peux pas donner le meilleur de moi. Et donc, en fait, la grimpe, c'est pas du tout un sport individuel, mais du tout, du tout. Ma réussite, elle est conditionnée directement par cette présence de l'autre qui est en bas. Et ça, on l'imagine pas forcément, Mmh. mais c'est absolument capital. Et comment tu Et développais leur mental alors ou leur esprit d'équipe, à ces grands-pères? alors, une réponse toute simple, en fait, à ces grimpeurs, à ces jeunes et moins jeunes, évidemment, parce qu'il y a de tous les âges, hem, le plus important, c'est qu'ils soient bien dans leur pompe. Ah oui, Et ça peut paraître surprenant, mais la plus grande partie de mon travail consistait à échanger avec eux, plus dans une thématique coaching de vie, sur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, d'une manière générale, sur leurs histoires d'amour, sur leurs problèmes de santé, de famille, de tout ça, sur les relations qu'ils ont au sein de l'équipe et comment faire pour qu'ils soient bien, en fait, pour qu'ils se sentent le mieux possible avec tout ça. Parce que, voilà, un athlète qui est bien dans ses baskets, il aura pas d'arrière-pensée. Donc il va tout donner, il va tout donner et pour tout le monde, c'est pareil. La deuxième chose que l'on travaillait énormément, bon évidemment sur le mental, être capable de se projeter, de faire de la visualisation dans la réussite, du début de la voie jusqu'au sommet, enfin, tu vois? Ça c'est hyper classique, mais très, 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 très vrai évidemment et au-delà de ça, hem, au-delà de ça, ouais, vraiment le plus important, c'est qu'ils soient bien dans leur poulpe et le plus gros du travail, c'était ça. alors C'était vraiment ça. c'est une petite perche, mais toi, bah, il y a un moment où justement tu es devenu très fort en escalade et en même temps tu étais malade professionnel. Comment tu faisais pour justement être très bien dans tes pompes avec, ce qui pesait ou ce qui pouvait peser sur ton moral? Comment tu arrivais à concilier, les 2? Mmh et bah, c'est une excellente question. En fait, concilier les 2, je me suis rendu compte après coup que ce que je faisais, c'est que j'ai utilisé mes mes grosses problématiques du moment et mes grosses colères du moment, tu vois? Mes gros sentiments d'injustice et cette énergie, je l'ai mise dans l'escalade. Je l'ai mise dans un projet constructif et c'est pour ça que pour moi, toutes les émotions qu'on a, elles sont pas du tout négatives. Faut certainement pas les éradiquer, les enlever, les apaiser, tout ce que tu veux. Le plus important, c'est de les vivre pleinement et surtout les utiliser dans une direction de construction parce que sinon, tu en as plein qui vont utiliser notamment l'énergie de la colère, de l'humiliation, de la défaite, tout ça dans une dynamique de destruction personnelle et ça, c'est le truc, ça, c'est la chose que j'essaie d'éviter avec les personnes que j'accompagne et donc je fais de mon mieux pour les aider à justement utiliser cette énergie-là et moi, c'est ce que j'ai fait. Tout ce qui m'est arrivé et qui était vraiment pénible, sur le point de vue santé, en fait, c'était tellement, heu, vraiment dramatique et douloureux à certains moments que je voulais m'échapper de ça et je voulais prouver à tout le monde que malgré tout ça, eh ben, je pouvais quand même faire des choses sur le rocher, en pleine nature, extraordinaires, loin des hôpitaux. Donc je m'en suis vraiment servi comme d'un tremplin pour aller à l'opposé. Donc c'est un transfert, quoi. Un transfert d'énergie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais Un truc comme ça, ouais. tu as un flux, et c'est à toi de le diriger dans la direction, peut-être que parfois c'est dur de l'emmener dans la direction que tu souhaites, mais c'est l'idée en tout cas, c'est de prendre tout ça et de pas l'éteindre, mais au contraire, de le canaliser et de l'emmener, vers l'objectif. Ouais, tout à fait, vers un objectif qui va vers de la construction, quoi, qui va vers de la verticalité, qui avance, quoi, tu vois? Ouais. Et c'est tout ce qui compte parce que très souvent quand même, on a tendance à se dire, j c'est c'est un problème si j'ai cette émotion-là, j'aimerais ne pas vivre ça, j'aimerais ne pas ressentir ça et donc on se met des coups de fouet, tu vois? Ouais. Alors que le problème, c'est pas ce qu'on vit, c'est comment on l'utilise. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive?
C'est la seule question qui compte. C'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? C'est-à-dire que quand tu as justement quand tu as eu toi des mauvaises nouvelles un peu à répétition, c'est qu'est-ce que tu faisais de cette information-là ou de cet élément-là, quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que ce qui venait de m'arriver, je m'en servais pour me plaindre, pour me dire: «Ouais, c'est dur, j'ai pas de chance, les cancers reviennent encore une fois». Tu vois, j'en ai encore eu un en décembre 2020, qui m'a été annoncé 3 jours avant la naissance de ma fille. Donc c'est rock'n'roll si tu veux, Oui. OK? Ouais, Et c'est pas rigolo. Là maintenant, ça va et tout, donc c'est passé, mais sur le moment, c'est juste vraiment pas cool. Et petite parenthèse, je suis pour le fait de dire quand ça va pas, évidemment. mmh, Il y a une injonction un petit peu sociétale en ce moment sur l'optimisme, comme quoi il faut absolument être optimiste et cette injonction, elle fait des ravages. De temps en temps, c'est absolument nécessaire de dire quand c'est la merde, tu ouais. vois? Bah, après, ouais, c'est être optimiste, c'est pas non plus, un déni de ce qui va pas, quoi. Voilà, exactement, Ouais, c'est exactement. extérioriser, bah, après ça rejoint ce que tu disais de se connecter, aussi aux autres, d'utiliser le collectif. C'est que le collectif, il sert aussi quand ça va pas et même c'est peut-être là où il sert le plus, quoi. C'est que on doit tous, se transmettre de l'énergie positive, mais on doit aussi, et je pense que là, ça sur ces sujets de résilience, en général, c'est ça qui revient assez souvent, c'est que, bah, c'est avec le collectif que tu vas t'en sortir, mais si tu veux qu'on te tende la main ou qu'on te soutienne et cetera, bah, il faut bien que les gens le sachent, quoi, sinon, c'est pas possible. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait, c'est toujours la première étape. Dire quand ça va pas parce que sinon, ça peut être difficile de le deviner et d'ailleurs dans la résilience, moi je l'inclus aussi dans la résilience positive, c'est-à-dire lorsqu'il y a des réussites, souvent, ça peut faire monter les égos alors que, partager aussi lorsque ça va bien, c'est tout aussi nécessaire. C'est tout aussi nécessaire pour éviter justement cette survalorisation de soi-même, de dire: «Oui, j'ai réussi ça, qu'est-ce que je suis fort!» Tu vois? Et en fait, les 2 extrêmes sont, tout aussi, néfastes l'un que l'autre. Ouais, après, ouais, bah, c'est vrai que l'estime de soi, est aussi, une belle aide. Donc Mmh. trouver des objectifs, voilà, comme tu disais, toi, tu es allé chercher des objectifs, pour te dépasser et puis, voilà, pour que tu disais l'entourage ou les gens aussi, soient, enfin, voilà, que tu sois fier du regard qu'ils portent, sur l'accomplissement, ça fait beaucoup de bien, quoi. Ah oui, 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 oui. Et puis à tous les moments, même les moments les plus terribles, c'est tout à fait possible de se raccrocher à une prise, à un objectif, à une envie, absolument, absolument essentielle et puis qui peut être, toute simple. Je sais pas si on a quelques minutes encore là, Bien sûr. mais ouais, bah, je pense à je pense à une anecdote là que je raconte, assez souvent. C'était en 2007 lorsque j'ai eu ces fameux cancers là de la bouche. Hem, Lorsque mon chirurgien m'annonce que les cancers reviennent encore une fois, qu'il faut encore que je passe par une opération, heu ça sent plutôt le sapin que, que joyeux Noël si tu veux. Et il me dit: «Bon, le pronostic est à 6 mois, c'est-à-dire amuse-toi mon petit, Ouais, profites-en». Ouais, et là, moi, je me dis: «Bon, j'ai un petit peu d'argent de côté, je vais en profiter pour réaliser un des rêves que j'ai». Et à l'époque, un des rêves que j'avais, c'est j'ai toujours voulu avoir un piano à queue. En tant que pianiste, j'ai toujours rêvé avoir chez moi un grand piano à queue. Donc je me dis: «Allez, on y va». Je cherche le piano à queue de mes rêves et je finis par le trouver, un Bechstein d'1,80 m à cajou brillant, magnifique. Et je signe l'achat de ce piano. Je signe le bon de commande, la facture, la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette deuxième ablation de la langue. Et l'opération se passe plutôt bien et après l'opération, évidemment, je me retrouve comme un con, en fait. Tu vois, sur mon lit d'hôpital, j'ai une trachéo dans la gorge, donc je ne peux pas parler, je peux pas vraiment bouger, évidemment. Je suis alimenté par sonde avec, perfusé et tout, enfin tout ce que tu imagines.
il y a des moments, en fait, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que je continuerai à me battre, en fait?» Tu vois? Ouais. Il y a des moments, c'est je me dis: «Mais pourquoi je continuerai à me faire chier, à me battre? J'ai déjà traversé tellement de trucs, pourquoi?» Tu vois? Le fameux «pourquoi?» Pourquoi je continuerai? Et puis, je me rappelle à ce moment-là que sur la droite de mon lit d'hôpital, là, à l'hôpital Saint-Louis, j'avais une petite commode avec un tiroir. Lorsque j'étais au fond du trou, j'ouvrais ce tiroir et je prenais la la putain de facture de mon piano et et juste ouvrir cette facture et me projeter dans ce moment où je pourrais jouer sur ce piano, en fait, ça me redonnait du peps. Ça me redonnait du peps. Alors, j'ai appris à ce moment-là qu'une facture pouvait être source de joie immense, donc Même ça ça. c'est des connexions bis ouais, même salées, donc voilà, mais tu vois, c'est un petit exemple pour dire qu'il y a toujours, même au pire du pire, on peut se raccrocher à des plus essentiels qui vont nous emmener dans un futur qui va nous exciter, même si c'est une facture. Bah, après, ouais, non, c'est une facture, mais c'est surtout, c'est pareil, c'est que c'était un objectif. Tu avais cet objectif de jouer avec ce piano à queue, et tu t'étais construit cette chose auquel te raccrocher, c'est non, bah, je sais pourquoi je dois me battre. C'était ta réponse, quoi. Tout à fait. À ce moment-là, c'était ma réponse. Et à d'autres moments, j'avais d'autres réponses, mais à ce moment-là, ma réponse était ce piano, jouer du Chopin sur ce piano. C'était Alors, ça. c'était bien? Ouais, c'était cool, ouais, c'était super cool. Et d'ailleurs, le piano, maintenant, je l'ai amené ici à la montagne. Ah, On a déménagé il y a pas longtemps et il je joue tous les jours dessus. donc ça valait le coup. Donc ça valait le coup, c'est clair. Et est-ce que donc c'est un des conseils que tu donnes? Parce que quand je voyais, coach de vie, conférencier, du coup, j'imagine que tu portes les messages un petit peu dont on vient de parler. Est-ce qu'il y en a d'autres? Beh, si on rentre dans le détail, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que l'essentiel, vraiment l'essentiel, c'est ce que je dis dans toutes mes conférences, dans toutes les interviews, partout, je dis: «Vraiment les amis, vous êtes des escaladeurs». Toi aussi Franck Clausen, tu es un escaladeur, tu es un grimpeur et je t'invite à t'accrocher absolument à ce qui est absolument essentiel pour toi, aux prises qui sont essentielles pour toi et même le gouvernement le fait, tu vois? Donc et quand je dis: «Accroche-toi à ce qui est essentiel», c'est accroche-toi aux pensées qui sont essentielles, aux actions, aux personnes qui sont essentielles et évidemment, ce que ça sous-entend, c'est laisse béton tout le reste. Lâche tout le reste et ça, souvent, c'est beaucoup plus difficile Ah à bon? faire. Pourquoi? Parce que ce qui est essentiel, on le sait, mais être capable de voir ce qui est superflu, c'est beaucoup plus dur parce qu'on s'y accroche sans le savoir. Mais comme Bah, quoi, je par exemple? Alors parce que alors je te donne un exemple. Moi, le truc le plus dur qui a été, heu, la chose la plus difficile à lâcher dans mon existence, ça a été mon identité de personne malade et tu vois, la maladie que j'ai s'appelle la maladie de Fanconi et pendant très longtemps, je me présentais dans les réunions de famille, parents, chercheurs, médecins, en Europe, États-Unis, partout, je disais: «Bonjour, je suis Fanconi» mmh, et en anglais, c'est pareil, I'm Fanconi Anemia. En allemand, pareil, ich bin enfin, tu vois, dans toutes les langues, c'est je me présentais comme: «Je suis ma maladie» et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, beh, je ne suis pas ma maladie, tu vois? C'est juste un aspect de qui je suis, tout comme je ne suis pas conférencier. Je travaille comme conférencier, mais c'est pas mon identité pleine et me détacher de cette identité de personne malade, de malade professionnelle, parce que ça, c'est les médecins qui m'ont affubé de ce petit surnom-là et qui me plaît d'ailleurs pas du tout. Ça a été très, très dur à lâcher parce qu'il y a plein d'avantages à être, une personne considérée comme malade, tu vois?
parce qu'on t'évite des soucis, on t'évite des feedbacks un peu cash, par exemple, de temps en temps. Mmh. En plus, moi, je mesure 1,50 m, donc je suis petit, j'ai plein de problèmes de santé. Donc, évidemment qu'il y a tout un tas de choses que mes parents ne me disaient pas, que mes amis ne me disaient pas. Donc, il y avait plein d'avantages à garder cette identité-là. Et, et j'avais plein d'excuses. J'avais plein d'excuses. Mais c'est superflu. Alors c'est même au-delà d'être superflu, je pense que c'est que ça là pour le coup, mais bon, mais ça là ça c'est séparé de ce qui va empêcher d'aller dans la bonne direction. Exactement. Ouais, c'est très juste. C'est lâcher du Ouais, test pour prendre ton image de gravité. ouais, tout à fait. Mm. Et d'ailleurs, Non, ouais, vas-y. je t'en prie, je t'en Ah non, non, ouais, d'ailleurs, je rigole un petit peu avec ces formulations parce que je dis si vous ne vous débarrassez pas du superflu, c'est le superflu qui vous fera tomber, hein. et pour des gens qui ont des voilà du superflu moins pesant que celui que tu peux avoir, mais quand tu fais des conférences, j'ai vu que tu faisais beaucoup de conférences en entreprise, par exemple. Bah, c'est quoi quand tu parles de ce conseil concentrez-vous sur l'essentiel et libérez-vous du superflu. Est-ce que tu donnes des images un peu plus généralistes? Ah bah oui, bien sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, même au sein d'une équipe, typiquement, il y a des discussions qu'on a régulièrement avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Et dans ces discussions, par exemple, il y a des sujets qui peuvent revenir sur le tapis et dont on parle sans s'en apercevoir régulièrement, qui ne sont pas des sujets essentiels, qui sont des sujets qui sont complètement superflus. Donc ça peut être juste dans les échanges et ça peut être très bien. Alors, heu, j'ose espérer qu'il y a de moins en moins de boîtes qui font de ces réunions, à longueur de semaine, mais être capable dans une réunion de dire: «Voilà le point qu'on va aborder et tout ce qui est en dehors de ça, c'est pas le moment, c'est pas le sujet». Rien que là-dessus, il y a du boulot, hein. C'est pour garder son énergie pour les choses qui sont vraiment importantes. Beh, bien sûr, parce que l'énergie, on en a pas, Ouais, c'est pas illimité, hein. Mmh. c'est encore cette utilisation de l'énergie en tout cas. Ouais, tout à fait. Et après, bon, voilà, ça peut être la dernière question, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de résilience en ce moment, notamment avec le contexte qui nous est arrivé. Hein, 2020, ça a été une année quand même très spéciale, et du coup, tout le monde s'est retrouvé avec cette possibilité d'orienter l'énergie dans la mauvaise direction parce qu'il y avait un contexte qui était très étonnant, alors qu'il est encore un peu, hein, et qui va le rester. Et puis, il va y avoir encore un petit peu des séquelles, des choses comme ça, parce que ben, il y a quand tu vis quelque chose de traumatisant et puis tout ce qui peut en découler derrière, encore une fois, si bah, tu n'arrives pas forcément à bien le surmonter. C'est quoi tes conseils pour les gens justement aujourd'hui avec le contexte actuel? Donc quelque chose d'assez général, mais on a subi quelque chose et on continue à le subir, des restrictions, des choses un peu pesantes. Comment Mmh. faire pour surmonter ça? Ah, la grande question encore, hein, mais C'est pas élu. ah là là là. Ouais. Ouais, ouais. Beh, je crois qu'il il y a un danger qui pointe le bout de son nez juste là maintenant, c'est avec, probablement la réouverture prochaine enfin, tu vois, avec le monde qui est en train de se réouvrir petit à petit, hem, la tentation va être grande de se disperser et de recommencer à faire tout un tas de choses, d'exploser de joie. Ce qui est évidemment nécessaire, mais ne pas faire que ça. Attention, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se perdre et qui vont perdre de vue justement ce qui est absolument essentiel pour eux. Donc, mon conseil, paradoxalement, ce serait, parce que, encore une fois, le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Donc, la chose la plus importante du monde, c'est finalement, et peut-être que pour certaines personnes qui ont vécu des moments douloureux dans leur famille, personnellement, ça peut être un peu
dur à entendre, cette phrase, et je le comprends très bien. Donc, je mets beaucoup de nuances. Mais le plus important, c'est pas tant ce qui s'est passé pendant le Covid, tu vois? Même s'il y a eu des drames, évidemment. Le plus important, c'est même pas la conversation qu'on est en train d'avoir. Le plus important, ça va être ce que les personnes qui l'écoutent vont en faire. Le plus important, c'est ce que les personnes vont faire de cet événement, du Covid, de la Covid, on dit. Tu vois? C'est quelle histoire est-ce qu'ils vont raconter à leurs enfants? Quelle histoire ils vont se raconter dans leur tête? C'est ça qui est en jeu là maintenant. Qu'est-ce que tu Donc lui c'est pas tant l'événement. raconteras à ton enfant, toi? Pardon? Qu'est-ce que tu lui raconteras à ton enfant ou comment tu lui raconterais? Parce que il est un peu jeune, mais Ouais, ouais, la petit peu jeune là. Et bah, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore, hem, mais je pense que je raconterai les faits, le plus naturel, mais c'est facile à dire maintenant, hein, donc mais bon, quand on est devant son enfant, on n'est pas la même personne, hein. Donc mais je crois que je ferai de mon mieux pour lui raconter les faits, de la manière la plus objective possible, et tout en disant, en étant vraiment sincère, moi, à titre personnel, Christophe, ça a été un moment, tout à fait fabuleux parce que j'ai eu la chance, à ce moment-là, on a habité dans un environnement, super, à la montagne, avec un jardin. Donc pour nous, on l'a pas vraiment senti, donc c'était plutôt une chance et un moment pour se retrouver et pour être vraiment avec elle, tout simplement. Donc moi, je l'ai vécu comme une chance. ça marche. Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, justement pour aller plus loin, toi, des choses qui t'inspirent, que les gens devraient consulter, écouter, regarder? Oh là! Oh là là, oui, regardez plus la nature, bien sûr. C'est voilà, et je crois beaucoup dans les temps de silence aussi. Des temps de silence ensemble? Ouais, ouais, des temps de silence ensemble, tout à fait. Qu'est-ce que Ouais, ça ouais. amène les temps de silence? De se Ça amène Ouais, ça amène de se connecter vraiment, bah, à la nature profonde de qui on est, et en fait, souvent, il y a pas besoin de mots pour se comprendre. c'est une bonne chute. D'accord. Ouais, Magnifique, bravo. bah, Je merci beaucoup Christophe, et puis, ben, on te verra peut-être, il y a je crois que tu as des vidéos sur YouTube, des choses comme ça pour en savoir un peu plus, il me semble que sur ton site internet aussi on peut, tu as fait un petit peu de contenu, peut-être pour approfondir tout ça? Tout à fait, voilà, christophebuchet.com, ou alors sur YouTube ou sur les réseaux, sur Facebook et tout. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Mais à consommer avec parcimonie, c'est comme les glaces à la framboise. Voilà, les sirops de pêche, un de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Voilà, mais pas forcément tous les jours. Merci beaucoup Christophe, Avec grand plaisir, merci à toi. à bientôt.